Les coulisses de The French Connection. Nous avions procédé à un grand nombre d'arrestations ce jour-là et passé toute la journée au tribunal. Puis nous étions retournés au bureau pour faire de la paperasse et Eddie a voulu s'arrêter au Copacabana. Nous y sommes allés et nous étions assis là à regarder un groupe de personnes à une table qui dépensait beaucoup d'argent. Et j'ai reconnu beaucoup de ces personnes comme étant des trafiquants de drogue de Harlem. Et Pasquale Fouca était l'individu, dans cet empire de la drogue, qui avait repris les responsabilités. Nous l'avons donc suivi jusqu'à un snack bar où il avait garé sa voiture. Nous avons surveillé l'endroit pendant un certain temps et nous avons vu certains des gars qui étaient au Copacabana arriver avec des attachés-caisses dans ce snack bar de Brooklyn. Ce qui se passait, c'est que les gens venaient avec de l'argent pour la prochaine cargaison de drogue. L'enquête et la surveillance. Ensuite, nous avons demandé l'autorisation de procéder à une écoute téléphonique. Au début, ils ne voulaient pas nous la donner. Puis, au lieu de nous l'accorder pour 60 jours, ils nous l'ont finalement donné pour 30 jours. Avant que la période de 30 jours ne soit écoulée, un appel est arrivé d'Europe, avec un accent français, cherchant à rencontrer Pasquale, une personnalité très célèbre de la télévision française, dont le vrai nom était Jacques Angelevin, avait été envoyé par un homme appelé Jean Jehan, qui était un Corse ayant de grandes relations dans le milieu de la drogue en France et ailleurs. Jehan a persuadé Angelevin, qui venait en Amérique pour faire une sorte de documentaire pour son émission de télévision, d'apporter cette voiture qui contenait, cachée dans les bas de caisse, plusieurs millions, 15 millions de dollars de valeur marchande, d'héroïne. Nous les avons suivis jusqu'au Pier 46. Nous ne savions pas ce qu'ils faisaient. Nous sommes restés par une température de -7 degrés Celsius pendant que le navire était déchargé. Ce qu'ils surveillaient réellement, c'est la voiture contenant la drogue qui sortait du navire. Et nous n'avions aucune idée de ce qu'ils regardaient. C'est la première fois que nous avons vu cette voiture. Petit à petit, en suivant ces gens partout, nous avons commencé à assembler les pièces du puzzle et nous avons fini par réaliser ce qu'ils appellent aujourd'hui la plus grande saisie d'héroïne de l'histoire de n'importe quel département de police municipale. Quelques-uns des seconds couteaux ont reçu de très petites peines de prison. Les acteurs principaux s'en sont tous sortis, sont retournés en France et ont vécu heureux jusqu'à la fin de leur jour. Jean Jehan a disparu, nous avons conservé les mandats d'arrêt contre lui et nous avons eu différents tuyaux selon lesquels il aurait été aperçu partout en Europe, mais nous ne l'avons jamais retrouvé. À un moment donné, plus de 50 agents des forces de l'ordre surveillaient Jean Jehan et il s'est échappé. Évidemment, ce fut un véritable signal d'alarme quant à la quantité de drogue qui entrait aux États-Unis et à la quantité d'argent impliquée. Nous avons découvert que cette opération passait en contrebande 50 kilos toutes les 6 semaines depuis 25 ans. Il s'est avéré que c'était la plus grande saisie de drogue jamais réalisée. Elle a eu des ramifications internationales. Elle pesait environ 64 livres, 29 kilos. Elle aurait pu être coupée 7 ou 8 fois pour la tolérance de rue. Cela signifie qu'au moment où elle aurait été vendue au détail, elle aurait probablement valu environ 220 millions de dollars. Le tout en une seule saisie. Je ne sais pas qui était Egan. Je ne sais rien de lui et je ne traînais pas avec lui. Et je ne l'aimais pas. Ce n'était pas le genre d'homme dont on devenait proche. Je ne pense pas qu'il était obsédé par le fait d'être détective. Mais il y a eu un moment, je vais vous donner un exemple, c'était pendant la poursuite du chat et de la souris dans le métro avec le français et Ackman sautant des rangs en arrière dans le train. J'étais avec Eddie et un type est passé, habillé exactement comme le français. Eddie l'a regardé et j'ai demandé « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit « Ce gars est sale, juste comme ça. » Et il a ajouté « Je vais découvrir pourquoi. » Il est parti, l'a suivi, est monté dans son train et est parti. Il est revenu quelques heures plus tard et a dit « Ouais, il était sale, j'avais raison. » Il ne s'arrêtait jamais d'être flic. C'était le gars le plus courageux que j'ai jamais rencontré de ma vie. Il n'avait aucune crainte à sortir faire des arrestations. Sortant, bruyant, grégaire, un excellent partenaire, un peu égocentrique évidemment, le patron de cette escouade, mais on savait toujours qu'il y avait quelques boulons qui n'étaient pas bien serrés. Et Sonny était un gars solide, donc il se complétait probablement magnifiquement. Je pense que Sonny était la soupape de sécurité, celui qui disait toujours à Eddie « Eddie, ça suffit, on ne peut pas aller aussi loin ». Et je pense qu'ils avaient tous les deux une sorte d'entente mutuelle. Ouais, eh bien quand vous travailliez avec Eddie, qui pensait toujours que tout était à moitié plein, vous deviez regarder de l'autre côté. J'étais donc le gars qui devait toujours s'inquiéter de tout. Sonny voyait toujours le verre à moitié vide. Avec Sonny, ce n'était jamais partiellement ensoleillé, c'était toujours partiellement nuageux. Mon nom était Sonny, ensoleillé. Alors Eddie me charriait et m'appelait le contraire de Sonny, c'est-à-dire cloudy, nuageux.
Eddie a reçu le surnom de Popeye parce que lorsqu'il ne travaillait pas, nous traînions, Popeying around, constamment dans ce bar, ce point d'eau. C'était une façon de le taquiner sur ses allées et venues dans différents endroits où il pensait que les jeunes filles se rassemblaient. Vous savez, de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ce monde, il était là pour vous, il était de votre côté. Rien ne le décourageait. La peur n'entrait pas en ligne de compte avec lui. Du livre au film. Je ne l'étais pas au courant jusqu'à ce que Phil D'Antoni, un de mes amis en Californie, vienne me voir au sauna chez Paramount et me dise « J'ai ce projet et je pense que tu serais génial pour ça, avec ton expérience dans le documentaire. » Et il m'a raconté un peu l'histoire. Le film n'était pas attaché à un studio, mais il m'a invité à venir à New York avec lui pour rencontrer Egan et Grosso. Ils m'ont raconté l'affaire et je me suis dit que oui, cela ferait un excellent film. L'histoire de base était dans le livre. 2 gars qui ont suivi cette affaire jusqu'au bout et qui ont presque accompli un miracle en survivant et en réussissant finalement. Je pense que ce qui a vraiment intéressé Billy Friedkin, ce sont les 2 personnages qui étaient opposés l'un à l'autre. Je pense qu'il a trouvé quelque chose dans ces 2 personnages qu'il pouvait transposer à l'écran pour intéresser les gens. Je n'ai pas pu lire le livre, je savais seulement par la 4e couverture de quoi il s'agissait, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. C'était très épais. Je ne veux pas dire épais physiquement, je veux dire plutôt obtus. Il m'est presque dommageable de dire que Billy ne disait pas la vérité, mais je trouve incroyable qu'il n'ait pas lu le livre. Je n'ai jamais lu le livre de Robin Moore, j'ai essayé. Je ne sais pas combien de pages j'ai lu, pas beaucoup. Je n'arrivais pas à le lire, je ne pouvais pas suivre. Il appelle peut-être survoler le fait de ne pas lire, mais je pense que l'intérêt dérivé de ce livre est ce qui a stimulé Billy. Et je pense que Billy a cette habitude de trouver une propriété qu'il aime, puis de s'employer à la changer. L'affaire est assez bien exposée dans le livre, mais elle n'est pas exposée de manière dramatique. Donc dans le passage du roman au drame, il fallait des dialogues et de l'action pour raconter l'histoire. L'immersion de Friedkin. J'étais très intéressé par la façon dont les flics travaillaient, et la seule façon de le savoir vraiment, c'est d'être avec eux et de se mettre dans leur peau. C'est comme ça qu'a Billy. C'est un puriste pour la crédibilité et les détails spécifiques. Ce qu'il trouve intéressant, il l'injecte directement dans le script. Il avait une connaissance de la rue qu'on ne trouve pas chez beaucoup de gens à part ceux qui viennent de la rue ou les flics. Je me souviens de la première fois où nous avons emmené Billy dans une shooting gallery. Vous savez ce qu'est une shooting gallery? C'est comme ça qu'on appelle les endroits où les toxicomanes vont se piquer. Billy vivait sur la 5e avenue, dans les beaux quartiers, et nous avons emmené Billy dans une shooting gallery sur la 110e avenue et 5e avenue. Eddie ou Sonny me prenaient, nous faisions 8 minutes de route jusqu'à la 135e avenue, et soudain nous étions entraînés dans un monde de ténèbres. Quand on a enfoncé la porte de cet immeuble abandonné et qu'on a trouvé environ 15 ou 20 personnes dans un désordre total, avec des aiguilles dans les bras, des tubes et des ceintures autour des membres, Billy était stupéfait. Il y avait des immeubles d'habitation qui en étaient truffés. Je suppose qu'il voulait me montrer à quoi ressemblait le monde. Et il n'arrêtait pas de dire « Je n'habite qu'à 5 pâtés de maison, je n'habite qu'à quelques rues d'ici ». Et je pense que la prise de conscience, c'est que malgré tout ce que nous savons et notre intelligence, voir ces choses dont on entend parler est toujours une révélation. Friedkin est resté jour et nuit, a assisté aux arrestations, a vu le processus, a vu la drogue, a aidé à la saisie, a franchi les portes. Nous avons parlé à des informateurs, Billy était avec nous. Nous sommes allés au tribunal, Billy était avec nous. Si bien qu'au moment où il était prêt à réaliser The French Connection sur les détectives de New York, Billy Friedkin était lui-même un détective de New York. L'écriture du scénario. Il y a eu plusieurs scénarios que Phil et moi avons commandés. Le premier a été écrit par un ami commun, Alex Jacobs, qui a écrit Point Blank, et nous ne l'avons pas aimé. Alex a fait quelques ébauches et nous sommes passés à autre chose. Nous sommes ensuite allés voir un scénariste nommé Rob Thompson, qui avait écrit They Shoot Horses Don't They. Nous avons reçu une ébauche de Rob que nous n'avons pas aimé non plus. Nous étions de retour à New York, Phil et moi, et je faisais plus de recherches avec Eddie et Sonny. Phil est arrivé un jour en disant qu'il venait de lire les épreuves d'un roman intitulé Shaft, écrit par un reporter criminel du New York Times nommé Ernest Tidyman, qui n'avait jamais écrit de scénario. Billy et moi avons littéralement joué scène par scène pour Tidyman. Puis Tidyman partait à 13h pour écrire les pages que nous avions dictées. Le lendemain matin, nous revenions à 9h, nous lisions les pages, faisions quelques corrections et continuions vers la scène suivante. Cela a duré environ 3 ou 4 semaines, et nous avons fini par avoir le script.
J'ai passé beaucoup de temps avec Tidyman. Je crois qu'il y a eu beaucoup de changements, mais je crois que la base, la structure, le squelette sur lequel mettre la chair venait de Tidyman. Il nous a donné une ébauche basée sur ce que Phil et moi lui avions transmis. Et ce script n'était pas bon non plus, mais il était très épuré. J'ai l'impression que nous avons filmé ce qui était dans ce script, et je pensais que ce script était génial. Le seul nom que j'ai jamais vu était Ernest Tidyman. Je ne pense pas qu'il y ait une ligne ou un mot que Tidyman ait écrit, certainement pas les dialogues. Tous les dialogues provenaient de deux sources, l'une d'Eddie et Sonny disant « c'est ce que nous dirions, c'est ce que nous avons dit » et ma transformation de cela en quelque chose d'utilisable. Je pense qu'il y a eu un travail considérable effectué sur ce script, mais le noyau de l'idée était là. Cela semblait être un thriller très serré, ancré dans la réalité et très excitant. Tous les scripts ont circulé dans tous les studios d'Hollywood, qui ont refusé le film. Plusieurs ont refusé 2 fois. Dick Zanuck et moi avons instantanément voulu faire ce film, basé sur ce court script. Billy Friedkin et moi étions tous les deux à New York à ce moment-là. Phil et moi étions assis devant son bureau et il a dit « J'ai $1,5 million de cachés dans un tiroir ici et si vous pouvez faire ce film pour cette somme, allez-y. » Il a ajouté « Je ne sais pas vraiment ce que c'est, j'ai juste un pressentiment. » J'avais un sentiment à propos de Billy. Billy comprenait très bien ce sujet, il avait une vision. Quand il est entré dans ce bureau ce jour-là, je l'ai senti. Et j'ai senti qu'il pouvait obtenir des performances d'inconnus. Il pensait que nous allions dire que nous voulions des superstars. Et Dick Zanuck a dit « C'est un film basé sur la réalité, sur une affaire réelle. » Et j'ai dit « Je ne pense pas que nous devrions le faire avec n'importe qui. Je pense que ce devrait être très réaliste. » Et j'ai vu un soulagement chez eux. C'était de la musique à mes oreilles, car nous étions préparés à devoir convaincre Zanuck que nous pouvions obtenir des acteurs fameux, alors que le contraire était vrai. Zanuck a dit « Génial » et ils ont été sidérés. Quand le nom de Gain apparaît, je venais de voir un de ses films et j'ai pensé que ce gars pourrait vraiment le faire. J'ai instantanément pensé que c'était une mauvaise idée, mais Zanuck a dit « Tu devrais me mire avec lui ». Phil et moi avons déjeuné avec lui au Plaza Hotel, au Oak Room à New York. J'ai donc déjeuné avec lui. C'était un super déjeuner. Billy était très humoriste, un gentleman socialement très adroit. Et j'ai failli m'endormir au déjeuner. J'ai vraiment trouvé ça ennuyeux. J'avais vu Gene Hackman dans I Never Sang for My Father, et une fois de plus, j'ai dit à Billy « Tu plaisantes? Pas question !» Je n'oublierai jamais ma rencontre avec Hackman et le fait d'avoir vu un extrait de ce film. Je me suis dit « Ce gars va jouer Egon? Mon Dieu !» Eddie voulait que Rod Taylor joue son rôle. Il pensait qu'il ressemblait à Rod Taylor. Si nous ne prenions pas Hackman, nous n'avions personne d'autre. Hackman était l'homme de la situation, il fallait faire avec lui. C'est un acteur sensationnel, et ce rôle demandait un acteur de caractère, ce qu'est essentiellement Gene. Je n'allais pas approuver Gene Hackman, et Phil a dit que nous le devions, sinon nous perdrions le film. J'ai dit « Phil, tu veux faire ça avec Hackman? Je n'y crois pas, mais je le ferai avec toi. On va faire de notre mieux. » J'ai eu la chance de tomber dans une catégorie où j'étais assez inconnu du public, mais connu dans l'industrie. J'ai donc satisfait un juste milieu pour le studio. Phil m'a présenté à un gars qu'il connaissait, un personnage de New York nommé Bob Weiner. J'ai accepté qu'il soit le directeur de casting. L'une des premières choses qu'il a faites a été d'amener à mon bureau chez Fox un gars nommé Roy Scheider. Il venait de terminer une apparition dans une production off-Broadway, Le Balcon de Genet, où il jouait une religieuse fumant le cigare. Après les présentations, nous avons commencé à parler de l'affaire elle-même, le temps que ça a pris, l'argent et surtout la politique interne de la police. J'ai dit « C'est toi le gars ». Il n'a pas fait de lecture, pas d'audition. J'ai dit « C'est lui, prenez-le ». Et quand il a fallu choisir Genet, je me souviens avoir dit à Weiner « Hey, tu as vu le film Belle de jour ?»« Ouais ». J'ai dit « Prenons ce Français qui était dedans. C'est quoi son nom ?» Il a dit « Je vais chercher ». Il m'a rappelé un jour ou deux plus tard pour me dire que le gars s'appelait Fernando Rey et qu'il était disponible. J'ai dit « Engagez-le, signez-le ». Je suis allé à l'aéroport pour chercher Fernando Rey. Je n'ai reconnu personne. J'ai été appelé à l'accueil et là, il y avait ce gars que je reconnaissais, mais ce n'était clairement pas celui auquel je pensais. Il avait ce petit bouc et des manières aristocratiques. Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il a dit « Bonjour, je suis Fernando Rey ». Il a ajouté « Vous savez, je ne suis pas français, je suis espagnol ». Je ne le savais pas. Et il a dit « Mon français n'est pas très bon non plus ». Je ne le savais pas non plus.
Et j'ai réalisé que ce n'était pas lui qui était dans Belle de jour. Friedkin l'avait confondu avec Francisco Rabal. Je l'ai emmené à son hôtel et j'ai appelé D'Antoni et Weiner au bureau. J'ai dit « Bande d'imbéciles, de crétins, c'est le mauvais gars ». Ils ont demandé « Quoi ?» J'ai dit « Ce n'est pas lui qui est dans Belle de jour ». Ainsi, contre mon gré, j'avais pour les 2 rôles principaux 2 personnes pour lesquelles je n'étais pas emballé et que je pensais inadaptées, tous les 2. L'atmosphère de New York. Je pense que c'est New York tel qu'il est, ces endroits qu'il ne montre pas dans les publicités. Vous voyez les bas-fonds de New York, vous voyez la réalité de ce qui y est. C'est le côté sombre, c'est le côté que voient les flics, c'est le côté que voient les gangsters, c'est le côté que Billy connaît le mieux. C'était exactement ce que je voulais. C'était dur, brut, granuleux, réaliste. C'était New York. Les autres films ressemblaient à des films, celui-ci ressemblait à la réalité. C'est un film sur un camion poubelle à l'aube, c'est un film sur des mouettes au loin, c'est un film sur des pneus qui grincent sans cesse et des gens qui hurlent « Dégagez du chemin » en tapant sur leur carrosserie. Nous connaissons tous la prestigieuse 5e avenue. Nous ne connaissons pas du tout les dessous du pont de Brooklyn, le métro aérien de Cropsey Avenue, la boulangerie de Randall's Island. C'était un effort délibéré de Billy de plonger le public dans des parties de New York totalement inconnues. Nous sommes allés dans des bars miteux du sud-ouest de Manhattan qui restent ouverts toute la nuit. On aurait dit un mauvais décor pour The Iceman Cometh. Je pense que nous avons tourné dans 100 lieux différents en 86 jours. C'était l'hiver et il faisait très froid. Tout cet hiver fut brutal, vraiment brutal. Il y avait des jours où nous ne pouvions pas tourner certaines séquences d'effets spéciaux parce qu'elles ne fonctionnaient pas à cause du gel. Chaque jour était plus froid que le suivant. Imaginez tourner en janvier à Brooklyn et dans le sud de Manhattan, c'était un meurtre. Parfois, les caméras gelaient malgré tout ce qu'on faisait. L'équipe devait se réfugier dans des magasins entre les prises. On ne pouvait pas rester dehors pour recharger ou préparer le plan suivant. La mise en scène et l'improvisation. Mon concept pour The French Connection était le documentaire induit. Cela signifie donner l'impression que la caméra est tombée par hasard sur la scène. Pour cela, je ne faisais pas répéter les acteurs et l'équipe technique ensemble. Je les faisais répéter séparément. Beaucoup de choses étaient improvisées directement sur le plateau. Billy nous encourageait, Jean et moi, à improviser pour développer nos personnages. Une grande partie des dialogues est née de Jean et moi assis là, en train de discuter de ces nez cassés que nous suivions. J'ai demandé à Eddie l'origine de l'expression « pick your feet in Poughkeepsie », te gratter les pieds à Poughkeepsie. Il m'a dit « je vais te montrer ». On a fait 3 ou 4 fois le tour du pâté de maison, on a trouvé un gamin dans la rue et il lui a dit « Hé toi, viens ici ». Sonny Grosso lui posait des questions légitimes. « C'est qui ton contact? Il est où ?» Puis Eddie arrivait et lui demandait son nom, son adresse, son âge, s'il était marié, sa date de naissance. Puis il lançait « Est-ce que tu te grattes les pieds ?» Et le gamin disait « Quoi? Tu étais assis sur le bord du lit, tu te grattais les pieds à Poughkeepsie, non? Est-ce que tu t'es déjà assis sur le bord du lit, enlevé tes chaussures et tes chaussettes pour te mettre les doigts entre les orteils ?» Le gars répondait « Je ne me rappelle pas ». Et Eddie disait « Parce que je connais un gars qui a violé une fille à Poughkeepsie et après il s'est assis sur le lit pour se gratter les pieds. » C'était un truc qu'Eddie faisait pour rendre les gens fous. Quand Billy a voulu le mettre dans le film, j'ai prié Dieu pour qu'il change d'avis. Ces 2 flics savaient instinctivement comment briser un suspect avec des méthodes d'interrogatoire qui jouaient avec son esprit. C'est de là que vient cette phrase. C'est un non-sens total, choisi pour l'allitération. Le tempérament de Friedkin. Billy est un réalisateur aux multiples facettes. C'est un être humain très complexe. Il est brillant, son intellect rayonne. Et il est, dans le meilleur sens du terme, difficile. Il est honnête, il est malhonnête, il vous dit ce que vous voulez entendre. Il est très habile psychologiquement, très instinctif sur qui vous êtes. Billy peut devenir volcanique, et c'est bien tant que c'est créatif. Il poussait les acteurs à être en colère les uns contre les autres, il faisait toutes sortes de tourments pour obtenir une réponse. Il y a un côté très sombre chez Billy. C'est très nihiliste, froid. Cela ne laisse aucune place aux sentiments. Parfois, j'ai le sentiment que ce n'est pas forcément un atout. Son travail devient parfois déséquilibré. On n'a que le côté sombre du côté sombre. Il obtient des performances avec des techniques que d'autres n'utiliseraient pas. Les tensions sur le plateau. Hackman et Egan ne s'entendaient pas très bien. J'avais Egan sur le plateau pour presque tout ce qu'on filmait.
Au début, Sonny et Eddie pensaient que Hackman ne comprenait pas, qu'il n'avait pas un cœur de flic. Eddie Egan était un gars très dur et parfois insensible. Il me déconcentrait parce qu'en n'étant pas acteur, il ne comprenait pas qu'on ne peut pas tout jouer à 100% méchant. À un moment, Hackman a commencé à se désenchanter de la personnalité d'Eddie et à se demander dans quelle mesure cela allait déteindre sur lui. Gene essayait de trouver un moyen de rendre le gars humain, de lui donner 3 dimensions. Et Billy disait « Non, c'est un fils de pute, c'est un sale type ». Billy et Gene étaient vraiment à couteau tiré pendant tout le film. Je le savais parce que j'avais souvent du mal à faire sortir Gene de sa caravane. Friedkin raconte « J'ai décidé de devenir son antagoniste et de lui mettre le feu aux fesses chaque jour pour le rendre dingue. » Il y a un plan où ils sont devant un restaurant, surveillant les Français tout en mangeant de la pizza surgelée et du café froid. Il faisait littéralement moins 0 degré. Billy voulait un gros plan sur les mains de Gene pour montrer le froid. On a fait 6 ou 7 prises. J'ai fini par lui dire « Qu'est-ce que tu fous ?» Gene a été offensé. Il a commencé à défier Billy. « Montre-moi exactement ce que tu veux. Je n'ai pas bien saisi. » Il voulait dire « C'est bon, on est dehors, j'ai froid, contente-toi de me dire ce que tu veux. » Billy a fini par se mettre devant la caméra pour lui montrer exactement le geste et Hackman a quitté le plateau pour le reste de la journée. La poursuite légendaire. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que je devais faire une poursuite avec des innocents partout dans les rues. Je savais qu'elle devait être complètement différente de Bolite, qui datait de seulement 3 ou 4 ans. Il fallait qu'elle soit sacrément bonne. Rien n'a été aussi réel et aussi excitant que cette poursuite. Lors de la première réunion de production, Phil D'Antoni a fait un discours. Je viens de finir un film qui avait probablement la plus grande poursuite maîtrise jamais faite. Ma consigne est que ce film est une meilleure poursuite que Bullitt. L'idée est venue en discutant du métro aérien L de 3e avenue. Étant new-yorkais, je m'en souvenais. L'idée a germé, une voiture poursuivant un train. En 1970, nous n'avions pas la technologie d'aujourd'hui. Tout ce que vous voyez a été filmé pour de vrai. Il n'y avait aucun contrôle du trafic. Ils ont juste mis une sirène sur la voiture et Hackman est parti avec 3 caméras. On roulait librement, personne ne bloquait rien. On brûlait les feux, on frôlait les gens et les voitures. Ce n'est pas un mythe, c'est vrai. C'était dangereux et irresponsable. La voiture était totalement dépouillée. Bill Hickman était le conducteur. J'étais côté passager, enveloppé dans un matelas, et Billy Friedkin était à l'arrière avec la caméra. Bill Hickman avait fait la poursuite de Bullitt. C'était un gars tendu, frimeur, égocentrique. Il disait « Je peux tout faire ». Billy lui a dit « On ne pourra le faire qu'une fois. On n'est pas protégé. On va voler ce plan. Alors donne-moi tout ». On a commencé à Coney Island et il a conduit sur 26 pâtés de maison à travers le trafic, sans aucun contrôle, le pied au plancher à 145 km/h. On a roulé sur le trottoir, on a pris le sens inverse, on a même éraflé un bus municipal. Il y a eu des accidents qui n'étaient pas prévus. Un gars est sorti de chez lui en voiture et s'est retrouvé en plein milieu du plan. Hickman l'a percuté de plein fouet, ce qui l'a envoyé contre un pilier. Le caméraman s'est retrouvé projeté au sol dans le coffre par la force du coq. Heureusement, personne n'a été gravement blessé. C'était de la pure chance.